Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un texte qui bouscule un peu tout ce qu'on croyait savoir sur l'histoire des sciences. Ce texte, c'est la cosmogénèse kamite. Alors accrochez-vous, parce que cette analyse va nous emmener sur les traces d'une théorie qui en fait cherche à redéfinir complètement les origines de notre savoir. On va commencer directement par cette question, une question un peu provocatrice. C'est vraiment le point de départ de notre exploration. Le livre qu'on examine suggère que l'histoire qu'on nous raconte d'habitude, elle aurait oublié un chapitre crucial qui pourrait potentiellement tout changer. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La première grande idée, c'est de s'attaquer à un véritable pilier de l'histoire occidentale, le fameux miracle grec. La thèse centrale du livre, c'est que le véritable berceau de la science, de l'astronomie, ce ne serait pas la Grèce, mais l'Afrique ancienne, que l'auteur appelle Kémet. Voilà, l'argument principal est posé, noir sur blanc. Et attention, on ne parle pas de vagues observations du ciel. Non, on parle d'un système de connaissances vraiment complexe, mathématisé. C'est une affirmation audacieuse et il faut dire que cette vision est loin de faire l'unanimité. Mais pour bien comprendre la thèse du livre, on va explorer ensemble les arguments qui sont avancés. Alors, justement, sur quoi repose cette théorie? Quelles sont les preuves? L'auteur va puiser dans l'archéologie, dans les textes anciens, dans les mathématiques, pour essayer de construire son argumentation. Voyons un peu comment tout ça est présenté. Le premier élément, c'est le calendrier. D'après le texte, l'idée d'une année de 365 jours, bien structurée en 12 mois de 30 jours, plus 5 jours additionnels, ça remonterait au 5e millénaire avant notre ère. L'auteur cite même Jules César qui aurait dit que c'était le seul calendrier intelligent qui ait jamais existé, juste avant de l'adopter pour Rome. Là, ça devient vraiment fascinant. C'est le lien que le livre établit entre une simple unité de mesure et les maths pures. Il affirme que la coudée royale, qui était l'unité de base pour construire les pyramides, n'était pas du tout arbitraire. En fait, elle serait directement issue de constantes universelles comme pi et le nombre d'or. Ce qui voudrait dire qu'il maîtrisait ces concepts des millénaires avant qu'on les formalise en Grèce. L'observation du ciel, c'est un autre pilier de l'argumentation. Le texte affirme que les astronomes kamites avaient non seulement repéré les 5 planètes visibles à l'œil nu, mais qu'ils leur avaient aussi donné des noms bien spécifiques. Ça montre une observation systématique sur le long terme du mouvement des planètes qui sont bien distinctes des étoiles fixes. Bon, on arrive maintenant à l'argument le plus controversé, on peut le dire. Le texte ne se contente pas d'affirmer que les Kamites étaient en avance, il soutient que les Grecs étaient en fait leurs élèves. Pour soutenir ça, l'auteur va chercher des témoins chez les Grecs eux-mêmes. Le premier témoignage concerne Thalès de Milet, souvent vu comme le tout premier philosophe et scientifique grec. D'après cette citation, attribuée à Platon, son savoir ne serait pas apparu comme par magie en Grèce, mais viendrait d'une formation reçue en Égypte. Pour Pythagore, c'est encore plus direct. Selon cette citation de l'orateur Isocrate, Pythagore n'aurait pas inventé la philosophie, il l'aurait rapportée en Grèce après avoir été un disciple en Égypte. Le texte insiste là-dessus, en suggérant que des concepts clés, comme la géométrie ou la transmigration des âmes, auraient été appris directement sur place. Et cette citation, attribuée au géographe Strabon, est peut-être la plus claire de toutes. Elle suggère que des connaissances de base, comme la durée exacte de l'année, n'ont été connues des Grecs que grâce à la traduction de textes égyptiens. Le point crucial ici, c'est l'idée d'une transmission écrite, systématique, du savoir. Mais ce savoir, tel que l'auteur le décrit, n'était pas seulement technique ou scientifique, c'était vraiment le cœur d'une vision du monde complète, une sorte de cosmothéologie qui, selon le livre, aurait eu une influence profonde sur les religions qui sont venues après. Alors là, le texte explique ce qu'est la précession des équinoxes, un cycle cosmique immense de presque 26 000 ans. Ce cycle était découpé en ères, chacune liée à un signe du zodiaque. Et d'après l'auteur, cette grande horloge cosmique dictait les changements théologiques majeurs. Par exemple, le passage du culte du taureau Apis pendant l'ère du taureau au culte du bélier d'Amon pendant l'ère du bélier. Et l'un des arguments les plus frappants du livre, c'est justement ces parallèles théologiques. L'auteur établit des liens directs entre le mythe d'Osiris, d'Azéta et de leur fils divin Hérou et les récits fondateurs du christianisme. De la Vierge Mère à la naissance immaculée, en passant par le symbole du poisson qui est associé à l'ère des poissons, qui commence vers l'an 0, le texte suggère une continuité, voire même une reprise de ces concepts. On arrive maintenant à la conclusion du livre. C'est le moment où tous ces éléments sont rassemblés pour formuler une critique radicale de la façon dont on écrit l'histoire habituellement. La conclusion est sans appel. Pour l'auteur, l'idée que la raison serait apparue soudainement en Grèce, de manière isolée, ce n'est pas juste une erreur, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est l'effacement volontaire d'une histoire beaucoup plus ancienne et d'une dette intellectuelle qui n'a jamais été reconnue. L'auteur utilise une expression très forte, « grand banditisme intellectuel ».
C'est le terme qu'il choisit pour décrire ce qu'il voit comme l'appropriation par la Grèce et ensuite par l'Occident d'un héritage scientifique, philosophique et spirituel africain, sans jamais en citer la source. Et cette analyse nous laisse avec cette question finale. Peu importe ce qu'on pense de la thèse qui est présentée, elle nous force à nous interroger sur les récits qu'on considère comme acquis. Quelles sont les voix qui ont été étouffées? Quelles sont les perspectives qui ont été mises de côté dans la grande narration de l'histoire de l'humanité? La recherche de réponses, finalement, ne fait que commencer.